Rien ne devrait tenir aussi longtemps avec des bases aussi fissurées. Comment un pouvoir peut-il encore avancer quand tout ce qui l'entoure calcule déjà sa chute? Ardashir ferme les doigts sur le manche de son épée. Devant lui, un soldat romain agonise dans la poussière. Ce n'est pas une bataille, c'est une réponse. Et Rome, pour la première fois, ne comprend pas. Ardashir est roi de Perside. Il descend de cheval, touche du pied un étendard romain tombé. Le tissu est lourd, sale, couvert d'une poussière étrangère. Il lève la tête, cherche la ligne de l'horizon. Il n'y voit pas Rome, seulement un vide à combler. Le constat s'installe. Le sol est sec, pierreux, l'air brûle la gorge. À plus de 200 mots, les lieux prennent enfin forme. Des collines plates, presque usées, des fortins effondrés, des routes à demi effacées que les caravanes n'ont pas totalement abandonnées. L'ancien empire parthe s'étire ici comme une carcasse trop grande. Ces reines villes, plus à l'ouest, tiennent encore, par habitude. Mais entre ce roi provincial et la frontière romaine, il manque quelque chose. Un pouvoir qui ne tremble pas. L'anomalie commence plusieurs décennies plus tôt, vers 224. Ardashir n'est alors qu'un seigneur de Perside, théoriquement vassal des Parthes. Sur le papier, il domine toujours de l'Euphrate jusqu'aux confins de l'Inde. En pratique, les monnaies racontent une autre histoire. Plusieurs rois pour un seul empire, des effigies concurrentes, des noms qui se chevauchent. Artaban, Vologèse, d'autres encore. Dans les marges, des villes comme Hatra ou la Caracène frappent leurs propres pièces. L'édifice tient, mais par inertie. C'est cette fissure qu'Ardashir touche du doigt en regardant ce drapeau romain. Deux empires se font face, mais l'un des deux est déjà creux. Hypothèse A, rassurante, Ardashir aurait simplement profité du chaos parthe avant de se tourner, plus tard seulement, vers Rome. Dans cette version, son affrontement avec l'Empire romain ne serait qu'une conséquence logique, tardive. Un chapitre en plus dans une longue rivalité, rien de plus. Il consolide le pouvoir en Perside, prend le dessus sur des seigneurs voisins, bat Artaban IV lors d'une bataille décisive en Hormisdagan, prend Ctésiphon, puis seulement ensuite, une fois l'Empire sassanide solidement installé, il penserait sérieusement à Rome. 2 temps, 2 priorités. D'abord l'intérieur, ensuite la frontière. Le récit paraît propre. Cette histoire vole en éclats dès le moment où l'on regarde la carte des routes caravanières qui longent déjà la Mésopotamie jusqu'au poste romain. Ardashir ne vit pas dans un recoin isolé. Perside, Susiane, Kerman, ce sont des nœuds sur le grand trajet des richesses entre l'Inde, l'Asie centrale et la Méditerranée. Il sait que ce flux de marchandises finit entre les mains romaines, à Antioche, à Alexandrie, dans les marchés où on échange la soie contre l'or. Il sait aussi que les Parthes, affaiblis, ne tiennent plus cette circulation comme avant. La ligne de l'Euphrate, devenue frontière de fait sous Auguste, n'est plus une barrière infranchissable. Rome a déjà franchi, pris, reculé, repris. Ctésiphon est tombé plusieurs fois sous Trajan, Lucius Verus, Septime Sévère. L'Empire romain, lui, a appris. Leurs légions savent maintenant qu'au-delà des fleuves, il n'y a pas seulement des cavaliers, il y a un vide politique. Dans cette deuxième hypothèse, plus complexe, Ardashir ne se contente pas de profiter des faiblesses parthes. Il lie, en stratège, les limites romaines. À l'ouest, Rome sort de guerres civiles, de luttes de succession, de campagnes épuisantes en Orient. Septime Sévère a pris et pillé Ctésiphon, mais Rome n'a pas réussi à transformer cette victoire en domination durable sur toute la Mésopotamie. Les provinces de Syrie et de Mésopotamie Nord sont solides, mais au-delà, l'emprise se délite. Ardashir peut donc jouer sur 2 tableaux, se poser en restaurateur d'un pouvoir iranien centralisé, héritier proclamé des Achéménides, tout en sachant que Rome hésitera à se lancer dans une nouvelle guerre totale. Ce n'est plus une simple réaction à la chute des Parthes, c'est un calcul froid sur le rapport entre la profondeur de son territoire et la lassitude d'un empire déjà étiré sur 3 continents. Puis la troisième hypothèse, dérangeante, arrache le sol sous les pieds. Et si, pour Ardashir, Rome n'était pas l'ennemi principal, mais l'outil, une menace à exhiber pour souder les nobles iraniens derrière lui, un épouvantail utile pour faire taire les hésitations, exiger des impôts, justifier la centralisation. Dans ce scénario, l'affrontement avec Rome ne serait pas l'objectif, mais le décor nécessaire d'un autre combat, celui contre sa propre aristocratie. Le glissement est net. Ce mur-là,
Ardashir le rencontre bien avant de croiser des enseignes romaines. Ce n'est pas une armée, c'est une habitude. Depuis des siècles, l'Empire parthe repose sur une mosaïque de grandes familles, chacune avec ses terres, ses cavaliers, ses alliances. Elles ont supporté les Arsacides tant que ceux-ci distribuaient les honneurs, respectaient les marges de pouvoir, laissaient respirer les royaumes vassaux. Quand l'autorité centrale s'est fissurée, ces familles n'ont pas cherché un nouvel empire, elles ont cherché davantage de place pour elles-mêmes. Ardashir, lui, veut autre chose. Ses inscriptions le montrent déjà dans une posture différente, un roi des rois qui ne se contente pas de jongler avec des vassaux, mais qui prétend incarner, à lui seul, un Iran unifié. Pour les clans qui se sont enrichis sous les Parthes, ce discours est une menace directe. Ils savent ce que signifie une centralisation réelle, des impôts contrôlés, des levées de troupes imposées, des réformes foncières possibles, une cour qui ne dépend plus de leurs humeurs. Le temps se resserre. Le blocage vient de là. Une seule raison, mais massive. Personne, dans cette aristocratie brisée mais encore puissante, n'a intérêt à voir naître un pouvoir qui ne négocie plus tout. Les rois Parthes, même affaiblis, savaient composer. Ardashir, lui, taille. Il élimine des rivaux locaux en Perside, en Kerman, en Susiane. Chaque victoire militaire lui coûte un peu plus de capital politique auprès des grands. Ceux qui plient devant lui et gardent leur titre le font souvent par peur plus que par conviction. Sur le terrain, cela se traduit par un détail concret, presque dérisoire, mais qui ronge. Ces soldats manquent de clous pour réparer les sandales militaires. Lors des longues marches, les semelles se fendent, les pieds s'ouvrent. Les nobles locaux, qui contrôlent les ateliers, les artisans, les routes de ravitaillement, n'en voient pas tout ce qu'ils pourraient fournir. Pas assez de cuir, pas assez de fer, pas assez de bêtes de somme. Rien qui justifie une révolte ouverte, mais assez pour freiner, pour user les hommes, pour rappeler silencieusement à Ardashir que, sans eux, ses armées ne traverseront pas les fleuves. Le roi de Perside apprend donc à gouverner en avançant avec des pieds meurtris, au propre comme au figuré. Ses troupes gagnent des batailles, mais perdent des forces à chaque étape. En Hormisdagan, contre Artaban IV, la victoire est nette, presque éclatante. Le dernier grand roi parthe meurt sur le champ. L'autorité arsacide s'effondre. Ardashir entre à Ctésiphon, prend le titre de roi des rois d'Iran. Sur les reliefs gravés à Nakhchérostam, il se fait représenter recevant l'anneau royal des mains d'Ahura Mazda. L'image est claire. Plus de rois parmi d'autres, mais un centre unique. Pourtant, derrière la pierre triomphale, les mêmes aristocrates calculent. Ils ont perdu un Arsacide, trouvé un Sassanide. Mais leur logique n'a pas changé. L'écrasement des Parthes n'a pas aboli le vieux système. Ardashir sait qu'il lui faut autre chose qu'une victoire interne. Il lui faut un ennemi extérieur qui ne soit pas seulement un nom dans les inscriptions. Les experts aujourd'hui semblent s'accorder sur une chose. La montée en puissance d'Ardashir coïncide avec un moment de fragilité romaine relative en Orient. Certains chercheurs pourtant nuancent cette idée en rappelant que même affaiblie, Rome dispose encore de garnisons solides, de légions aguerries, et que la Mésopotamie n'est pas un territoire vide. Mais ce qui les rassemble le plus, c'est ce qu'ils préfèrent ne pas pousser trop loin. L'idée qu'une classe dirigeante, qu'elle soit parthe ou sassanide, puisse consciemment utiliser la menace romaine pour verrouiller ses propres dissensions internes. Pour Ardashir, la résolution ressemble d'abord à une apothéose. Il pense se dresser face à Rome comme l'égal d'un empire qui a déjà affronté et usé les Parthes. Il se voit héritier direct des Achéménides, restaurateur d'une continuité perdue. Un Iran unifié, capable de tenir tête à l'ouest latin comme à l'est indien. La prise de Ctésiphon, l'écrasement d'Artaban, son couronnement à la tête d'un nouvel empire sassanide semblent confirmer cette image. Les reliefs, les titres, les inscriptions construisent un récit où tout converge vers lui. Dans ce miroir, Rome apparaît comme l'adversaire naturel, presque nécessaire, qui vient donner un sens à sa victoire sur les Arsacides. Ce qu'il découvre en avançant vers la frontière, c'est beaucoup plus terne. Il ne trouve pas un bloc romain, mais des lignes de fortins, des garnisons capables de reculer, de patienter, de revenir. Rome n'a pas besoin de tout gagner. Elle doit tenir des points, des fleuves, des routes. Ardashir, lui, doit prouver sans cesse qu'il peut imposer son autorité à des régions entières, à des nobles qui n'ont pas oublié 5 siècles de marge de manœuvre parthe. Son illusion première s'effondre là. Il ne contrôle pas un empire homogène lancé contre Rome.
Il dirige une addition de loyauté calculée, de compromis forcés, de fidélité achetée. Quand il regarde la rive romaine de l'Euphrate, ce n'est pas un duel qu'il voit, mais un champ de force. À l'ouest, des légions qui peuvent être relevées, réapprovisionnées, appuyées par la mer, par l'Égypte, par l'Asie mineure. À l'est, son propre territoire où chaque caravane, chaque ville fortifiée, chaque temple peut devenir un point d'appui ou un point de fuite. Il découvre aussi une autre limite, plus intime. Rome n'a pas besoin de l'affronter frontalement pour l'atteindre. Elle peut soutenir des rois locaux, jouer des prétendants, reconnaître ou refuser un souverain arménien, ouvrir ou fermer certaines voies commerciales. L'empereur qui siège à l'autre bout du monde peut influencer, sans bouger, le poids des pièces frappées en Perside. L'affrontement qu'Ardashir imaginait comme un choc clair devient une succession de gestes indirects, de signaux lents, de réponses différées. À la fin, ce qu'il croyait vrai, qu'il suffisait d'abattre les Parthes pour restaurer une grandeur impériale pleine et entière, se révèle incomplet. Il ne tient pas dans ses mains un Iran illimité, mais un territoire cerné, autant par Rome que par ses propres élites. L'héritage achéménide qu'il revendique n'est pas un retour, mais une fiction utile. Son empire n'est en position défensive, obligé de négocier en permanence avec un voisin occidental qui ne disparaîtra plus. La question, brutale, reste suspendue au-dessus de lui. A-t-il vraiment fondé un empire, ou seulement inventé une nouvelle façon de tenir un siège à l'échelle d'un continent? Le soir tombe sur un camp silencieux. Les sandales des soldats, rangées près du feu, montrent des coutures grossières, des trous rebouchés avec des lanières de fortune. Un étendard romain, mal lavé, sèche sur une corde, ses couleurs passées virant au gris poussiéreux. Plus loin, une caravane passe, ses clochettes étouffées par le vent, indifférentes aux bannières. Sous la tente d'Ardashir, une carte en peau se gondole lentement, les bords recourbés vers l'intérieur. Le cuir se fige.